La Guinée-Conakry inaugure le grand projet minier de Simandou ce mardi 11 novembre. Les militaires au pouvoir organisent une cérémonie qui verra la participation du président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, et celui du Rwanda, Paul Kagame. Les détails à retrouver dans cette édition. Après environ 10 ans de détention au Liban, Hannibal Gaddafi, le fils de l'ancien président libyen Mohammar Gaddafi, est désormais libre. Arrêté en 2015 pour être soupçonné de recel d'informations, il a été finalement relâché ce lundi 10 novembre. Nous allons y revenir également en détail tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Attendu depuis près de 30 ans, l'exploitation du site va être officiellement lancée ce mardi 11 novembre par la junte militaire au pouvoir à Conakry. Pour l'occasion, une cérémonie symbolique mais aussi très politique va être organisée en présence de deux chefs d'État étrangers, le Gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema et le Rwandais Paul Kagame. Une journée historique. Ce mardi 11 novembre, les premières tonnes de fer extraites de l'immense mine de Simandou en Guinée vont enfin être exportées. Attendue depuis près de 30 ans, la mise en exploitation du site va être célébrée à travers l'organisation d'une cérémonie dans le port de Morebaya, au sud de Conakry, par lequel le minerai serait évacué. Symbolique, cette inauguration n'en est pas moins très politique. Alors que le Comité national du Rassemblement pour le développement, la junte au pouvoir, en a fait son principal instrument de communication depuis le coup d'État de 2021. Elle est aussi pour lui l'occasion de lancer sa campagne pour la présidentielle du 28 décembre. La CNRD, qui a donné le nom de Simandou 2040, à son programme de développement pour les 15 prochaines années, répète en effet à l'envi que le fer exploité dans la mine va être pour la Guinée ce que le pétrole a été pour les pays du Golfe. De façon plus prosaïque, un rapport du FMI affirme, lui, que son extraction devait apporter au pays un supplément de croissance de l'ordre de 26% d'ici à 2030. Ce à quoi il faut ajouter aussi la dizaine de milliers d'emplois que l'ouverture du site a d'ores et déjà permis de créer. Deux chefs d'État proches du président de la transition ont été invités aux festivités. Hannibal Gaddafi est libre. Le fils de l'ex-dictateur libyen Mohammar Gaddafi, qui a eu des démêlés judiciaires en France et en Suisse dans les années 2000, avait fui en Syrie pour rejoindre son épouse, une mannequin libanaise. Il avait été arrêté au Liban en 2015, soupçonné de recel d'informations. Détenu pendant près de 10 ans, Hannibal Gaddafi n'a jamais été jugé. Il a finalement été libéré lundi 10 novembre 2025. Pour quitter sa cellule de prison au Liban et retrouver la liberté, Hannibal Gaddafi a dû débourser une somme nettement moins importante que celle demandée à l'origine. En octobre, le juge d'instruction avait d'abord exigé une caution de 11 millions de dollars. Mais après contestation des avocats du fils de Mohammar Gaddafi, le montant a été réduit la semaine dernière et finalement lundi 10 novembre, Hannibal Gaddafi a été libéré après avoir payé une caution de 900 000 dollars. C'est son avocat maître Laurent Bagnon qui le confirma à l'AFP et s'est dit soulagé pour son client. Pour ce dernier, c'est la fin d'un cauchemar qui aura duré 10 ans. Hannibal Gaddafi était emprisonné au Liban depuis 2015 dans le cadre de l'enquête sur la disparition en 1978 du dirigeant chiite libanais Moussa Saad. Les autorités soupçonnent son père Mohammar Gaddafi d'avoir joué un rôle dans cette affaire. Pour Maître Bagnon, si son client a pu être détenu si longtemps sans procès, c'est parce que la justice n'était pas indépendante. Hannibal Gaddafi va finalement pouvoir quitter le Liban pour une destination qui reste confidentielle. Isolé depuis la mort de son père en 2011 et avant son arrestation, il avait fait face à la justice en France et en Suisse. En 2011, l'ONU et l'Union européenne avaient demandé le gel de ses avoirs et de ses comptes bancaires. À Madagascar, les nouvelles autorités poursuivent leur série de mesures contre les responsables de l'ancien régime après l'interdiction de sortir du territoire visant l'ex-président Andry Rajoelina, son premier ministre Christian Tsai, la totalité des membres de son gouvernement ainsi que d'autres hauts fonctionnaires sont désormais concernés. Durant le week-end du 8 au 9 novembre, plusieurs diplomates ont aussi été limogés et une perquisition a eu lieu chez un ancien ministre.
Depuis la mise en place du nouveau régime à Madagascar, des mesures administratives et judiciaires restrictives sont prises à la chaîne. L'ensemble des membres du gouvernement précédent, ainsi que les plus proches collaborateurs de l'ex-président Andry Rajoelina, ont été visés par des interdictions de sortie du territoire, et ce, dès le 31 octobre. Ces derniers jours, plusieurs directeurs d'administration stratégique ont été frappés de la même interdiction, en plus de leur limogeage. C'est le cas du directeur des douanes et celui des impôts. L'objectif affiché, selon les autorités, est de garantir la disponibilité des personnes concernées pour d'éventuelles enquêtes dans le cadre des poursuites judiciaires. Plusieurs d'entre elles, comme l'ex-président et son premier ministre, se trouvent déjà à l'étranger. Si ces personnalités reviennent à Madagascar, elles seront automatiquement sous le coup de cette mesure et ne pourront plus quitter le territoire, explique une source au ministère de la Justice. 2 de ces interdictions de sortie du territoire ont toutefois été levées. C'est le cas pour l'ancien ministre de la Pêche et pour une juge de la Haute Cour constitutionnelle. Les motifs de ces suspensions définitives ne peuvent pas être communiqués, souligne une source au ministère de l'Intérieur. En parallèle, plusieurs limogeages ont été actés durant le week-end au sein du corps diplomatique. Alors que le nombre d'agressions de colons israéliens contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée a atteint son plus haut niveau jamais enregistré, les journalistes ne sont pas épargnés. Dans un communiqué publié lundi 10 novembre, l'Association de la presse étrangère dénonce les attaques répétées des colons contre les journalistes qui documentent la colonisation. Des scènes se répètent. D'un côté, une journaliste palestinienne restée agenouillée au sol parmi les oliviers, sonné et avec son casque de protection enfoncé sur plusieurs centimètres après un coup reçu sur la tête. De l'autre, un journaliste encore vêtu de son gilet pare-balles est pris en charge dans un dispensaire, avec son bras en écharpe. Les deux images sont le résultat d'une attaque massive de colons israéliens dans le village de Bieta, survenue samedi 9 novembre. Une cinquantaine d'individus, masqués, armés de pierres et de bâtons, s'en ont pris aux agriculteurs palestiniens et aux journalistes locaux et internationaux. Ces derniers, portant la mention presse, pourtant bien visible sur leur tenue, étaient venus documenter la récolte des olives la plus violente de ces dernières années en Cisjordanie occupée. Ces agressions répétées contre les journalistes ont entraîné la publication, lundi 10 novembre, d'un communiqué de l'Association de la presse étrangère qui représente les journalistes internationaux travaillant en Israël, en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza. Les journalistes tant locaux qu'étrangers sont clairement des cibles, déplore l'organisation. Dans son communiqué, l'association appelle les autorités israéliennes à mettre un terme à ces violences immédiatement et à ouvrir des enquêtes à l'encontre des auteurs de ces agressions. L'explosion d'une voiture lundi 10 novembre au cœur de New Delhi a fait au moins 8 morts et 19 blessés, ont annoncé les autorités de la capitale indienne. Il reste toutefois à préciser les causes de la déflagration survenue près du Fort Rouge, lieu emblématique du quartier historique de la capitale indienne. Si aucune cause officielle n'a été évoquée pour l'heure, la police a indiqué que des agences de lutte contre le terrorisme en Inde et des médecins légistes avaient été dépêchés sur les lieux de l'explosion survenue ce 10 novembre à New Delhi près du Fort Rouge. Ce joyau du XVIIe siècle orne des billets de banque. C'est depuis ces remparts que les premiers ministres s'adressent au pays lors de la fête de l'indépendance. Le Premier ministre indien Narendra Modi a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a assuré étudier la situation avec le ministre de l'Intérieur, Amit Shah, et d'autres responsables. Toutes mes condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches dans l'explosion à Delhi. Que les blessés se rétablissent au plus vite, a déclaré Narendra Modi dans un communiqué. Le ministre de la Défense a promis pour sa part que les responsables de l'explosion d'une voiture à Delhi seront traduits en justice. Les principales agences du pays mènent une enquête rapide et approfondie sur l'incident dont les conclusions seront bientôt rendues publiques, a déclaré Rajnath Singh lors d'une conférence dans la capitale, assurant que les responsables de cette tragédie seraient traduits en justice et ne seraient épargnés sous aucun prétexte. Au pied du Fort Rouge, l'un des sites historiques les plus fréquentés de Delhi, le carrefour
n'est plus qu'un amas de tôle et de verre brisés, rapporte RFI. Des voitures noircies, des vitres soufflées, une odeur de brûlé qui flotte encore dans l'air. L'explosion s'est produite en début de soirée vers 18h52, au moment où les habitants rentraient du travail près d'une station de métro dans un quartier très animé de la ville de Delhi. Un véhicule à faible vitesse s'est arrêté à un feu rouge. Une explosion s'est produite dans cette voiture et à cause de la déflagration, ceux situés à proximité ont également été endommagés. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.